Salam alaikum wa rahmatullah à tous, bonjour à tous et bienvenue dans notre émission numéro 9 de notre série Viens débattre. Aujourd'hui, on va parler de la féminité et plus précisément de la fin de la féminité. À nouveau, une fois n'est pas coutume, le constat commence, presque toujours de la même façon, c'est-à-dire ouin, c'est de la faute aux méchants wokistes si on en est là. Je caricature, mais c'est pas si faux que ça. À chaque fois, je parle du wokisme, mais c'est parce qu'en fait, c'est une actualité, en fait. C'est quelque chose de très contemporain que l'on vit. Le progressisme à outrance et le wokisme ridicule, en fait, qui se sont emparés de notre société il y a de cela quelques années maintenant, ont, comme vous le savez, changé et impacté, voire bouleversé, en fait, même plutôt bouleversé, un bon nombre de règles. Inversion des valeurs, relativisme à toute épreuve, tout se vaut, tout est pareil. Perte de repères traditionnels, manque de spiritualité, désacralisation de toute chose, plus rien n'est sacré, plus rien n'a de valeur, vide existentiel, tout cela en fait ne sont que quelques conséquences du wokisme. Si vous voulez la définition exacte de ce mouvement, je vous renvoie à l'épisode 5 de cette même série dans laquelle je parle de ce phénomène. Mais pour donner une brève définition, parce que quand même, on est là pour ça, le wokisme, c'est un mouvement de pensée qui vient du terme woke, qui signifie éveillé et qui a pris naissance, qui s'est vu naître aux États-Unis, encore eux, dans le but en fait de dénoncer les injustices et les discriminations vécues par tout un chacun, par des minorités, par des personnes handicapées, bref, par toutes les minorités de façon générale. Tout ça c'était bien beau et très noble, à la base le wokisme c'est quelque chose de très noble et de très bien, jusqu'à ce que, comme d'habitude avec l'espèce humaine, ça dérape et ça se gâte. Évidemment, il a fallu en faire trop, comme d'habitude, et on est arrivé aujourd'hui à de véritables dérives, tant sur le plan biologique que sur le plan sociétal et éthique, malheureusement. Puisque notre sujet du jour, finalement, c'est les femmes, et plus précisément la féminité, comme très souvent, on va donc nous axer sur cela. Les dérives du wokisme, du coup, sur la féminité, malheureusement, ont été, entre autres, le fait de faire croire aux femmes qu'elles pouvaient être comme les hommes, sur tous les plans, avoir la même force, les mêmes compétences, les mêmes postes, etc. Alors que c'est faux. Disclaimer, c'est faux. Enfin, je sais pas, je vous apprends une nouvelle, mais c'est faux. Biologiquement, naturellement, scientifiquement, logiquement, c'est faux. Cette croyance a évidemment mené en fait finalement à une sorte de compétition entre les sexes, de concurrence tout à fait malsaine et ridicule entre ces femmes wokistes du coup et le reste des hommes du monde. Et le féminisme occidental est souvent radical, prône dans la plupart des cas et dans la plupart de ses courants et de ses branches ce type d'idées également, c'est-à-dire les idées selon lesquelles une femme peut tout à fait être comme un homme sur absolument tous les plans, il n'y a aucune différence et c'est ok. Et ce qui est, on va le répéter, ce qui est faux, mais plus grave encore, c'est faux déjà, et c'est à l'origine de beaucoup de dérives malheureusement et de dingueries, on va dire le mot. Du genre des personnes qui se revendiquent lesbiennes politiques, j'ai entendu parler de ça, car à force de dénoncer toutes les injustices commises par les hommes, elles ont décidé qu'elles en avaient marre d'eux et qu'elles voulaient finalement aimer les femmes. PS, on ne le devient pas, on l'est ou pas. Ça donne aussi lieu à de la misandrie, c'est-à-dire le fait de la haine de l'homme, bref, à toute une série en fait de comportements qui visent à dominer, à écraser, mais surtout à dépasser l'homme sur son propre terrain, ce qui est encore une fois, on va le dire, impossible ici. Et ici, on va évidemment parler aussi du phénomène du transgenrisme dans cette vidéo qui, si la plupart, je le pense en tout cas, des transgenres ont un véritable mal-être, malgré ça, je pense que le féminisme à outrance que l'on vit ces dernières années, donc entre autres engendré par le wokisme, il y a beaucoup de isme, n'est pas pour rien, enfin n'est pas innocent dans ce phénomène de transgenrisme que l'on voit de plus en plus s'étendre. Parce qu'en fait, tout simplement, certaines féministes extrémistes, à force de baigner finalement dans ce marasme idéologique de haine de l'homme, de concurrence malsaine avec lui, d'écrasement, d'injustice, bref, toujours les mêmes violons, mais à force en fait, et c'est tout à fait logique de se dire ça. Peut-être que ces féministes-là, elles se disent que peut-être qu'en devenant des hommes finalement, elles n'auront plus à subir tout cela. Alors vous allez dire, mais tu vas loin, mais c'est une thèse qui a déjà été dite par d'autres personnes avant moi, et finalement ça va pas si loin que ça, parce que quand on regarde maintenant, le transgenrisme c'est ça en fait, ce sont des personnes qui naissent dans un sexe et qui veulent absolument devenir un autre. Et pourquoi? Parce que la plupart du temps, elles ont fantasmé sur l'autre en fait, en pensant que c'était mieux, en pensant que... alors que chacun a ses caractéristiques, mais bref.
Même si dit comme cela, c'est absolument fou, rassurez-moi, vous aussi vous le trouvez, c'est pourtant ce qui est arrivé. Et ce qui a été précisément motivé par toute cette propagande antérieure faite par certaines femmes, pour toutes les femmes. Vous pouvez être comme les hommes, vous devez les dépasser, vous êtes plus fortes qu'eux, les hommes et les femmes sont pareils, etc. Cette guerre voulue et provoquée en fait entre les sexes aurait-elle amené le fait qu'une partie de ces sexes souhaite devenir comme l'autre et donc précisément enterrer la féminité? Est-ce que ça n'aurait pas amené ça en fait? Est-ce que ça n'aurait pas engendré cet enterrement finalement de la féminité? C'est le but de la vidéo d'aujourd'hui parce que moi c'est ce que je pense. Autrement dit, à force de se focus, donc se concentrer sur les hommes et de vouloir les imiter, voire les égaler, voire encore les dépasser, ajouter à tout ce contexte du bris, de progressisme qu'on a dit de Hawking, c'est-à-dire tu peux tout faire, tout voir, Dieu n'existe pas, tu peux absolument tout faire, tout être, tout voir, tout connaître, tu es le centre du monde, l'homme c'est le centre du monde, voilà, c'est comme un dieu sur terre, autrement dit, à force finalement de se concentrer sur les hommes, et en plus de ça d'avoir cette idéologie de l'homme, comment dire, l'homme tout-puissant en fait, parce que c'est dans ça qu'on est ces derniers temps, c'est qu'on est dans une idéologie de l'homme tout-puissant, surpuissant, qui est même plus fort que Dieu. Et bien à force de cela, certaines femmes n'auraient-elles pas tout simplement souhaité devenir des hommes, tout simplement? C'est ce qu'on se demande. Et on est évidemment obligé de faire la corrélation entre toutes les injustices faites aux femmes, je suis féministe donc je sais de quoi je parle, et cette augmentation de plus en plus inquiétante de femmes voulant devenir des hommes, ces phénomènes de transgenrisme de plus en plus inquiétants et qui augmentent. Effectivement, dans les statistiques, il y a plus de femmes qui souhaitent changer de sexe pour devenir des hommes que l'inverse. Forcément, si on continue comme cela, et c'est pour ça qu'on sonne l'alarme, en fait, qu'on sonne la sonnette d'alarme, pardon, on assistera à la fin de la féminité, dans toutes les façons de parler en fait. On assistera à une fin de la féminité, une extinction de la féminité, et pas uniquement de la féminité sur le plan biologique, mais sur tous les plans. Car oui, c'est le titre de la vidéo, la fin de la féminité, qui part de mon constat actuel, c'est qu'on assiste à cette fin de la féminité, je trouve. Et ici, pardon, dans féminité, j'entends pas exclusivement porter des talons et mettre du gloss, ça c'est des clichés. Non, je parle de féminité, pardon, c'est dur à dire, dans son essence. Je suis musulmane, donc je crois dur comme fer au fait qu'il existe une essence de l'homme et une essence de la femme. A contrario, ces dernières années, on a essayé, dans cette société de déconstructivisme à outrance, de tout inverser et de tout précisément déconstruire, de faire croire qu'il n'y a plus de femmes et plus d'hommes, que si tu es une femme, tu peux être un homme, qu'en vérité ça n'existe plus, il n'y a plus de sexe, il n'y a plus de... Voilà, on a essayé de faire ça depuis quelques années, et en disant par exemple que les différences entre les femmes et les hommes étaient simplement sociales et pas biologiques ou scientifiques. Pardon ? Notre prochain point va s'axer sur la définition de la féminité, parce que c'est bien beau de parler d'un terme, mais il faut quand même le définir. Dans son sens le plus commun du dictionnaire, la féminité, c'est l'ensemble des caractères spécifiques ou considérés comme spécifiques de la femme, qu'ils soient psychologiques, physiologiques, morphologiques, anatomiques ou comportementaux. Cela, pardon, n'est que la définition très commune du dictionnaire, mais à mon sens, puisqu'ici on donne notre avis, et surtout je donne le mien, mais vous pouvez répondre en commentaire, c'est le but de bien débattre. Je ressens moi personnellement la féminité comme un véritable concept à part entière, plus que cela une essence. Quelque chose d'incarné qui se vit et se ressent, qui va bien plus loin que le simple fait de se mettre du rouge à lèvres et d'être un petit peu sensible et sentimental. Pour moi, ça va beaucoup plus loin que cela, la définition de la féminité. Comme je l'ai déjà dit, je suis féministe, mais féministe essentialiste. Autrement dit, à mes yeux, Allah, Dieu, a créé une essence masculine et une essence féminine, toutes les deux différentes et complémentaires. Et je ne crois pas du tout dans tout ce déconstructivisme en fait que l'on essaie d'implanter depuis quelques années, d'imposer aux esprits comme quoi tout serait social, comme quoi il n'y aurait rien de biologique, il n'y aurait rien de naturel, il n'y aurait rien de inné. Tout serait construit. Non, moi j'y crois pas. Et pour moi, il y a de l'inné, il y a du naturel, il y a de la biologie et il existe une essence de la femme. Ça, j'en suis persuadée. À partir de là, donc, je ne reconnais pas non plus la théorie butlérienne du genre, puisque ça vient de Judith Butler, puisqu'à mon sens, il existe deux sexes bien définis, avec leurs caractéristiques et différences propres, et donc il n'y a pas de genre, puisqu'il n'y a que deux sexes. Ou alors on utiliserait genre comme une redondance du terme sexe. Là je veux bien. Mais moi je pars du principe qu'il y a deux sexes, donc il y a simplement deux genres. Et pas plus en fait. Toute cette théorie du genreisme multiple, moi je n'y crois pas. Par définition et par essence. D'emblée on saisit que ces pensées essentialisantes en fait qui s'appuient sur la fitra, c'est-à-dire sur la saine nature, ne sont pas bien acceptées. Genre, je sais très bien que ce que je dis là, je me suis déjà confrontée avec des personnes, c'est très très mal vu et très mal accepté, parce qu'on est dans une époque, comme on l'a bien dit en introduction, qui encense, c'est-à-dire qui glorifie, qui encense, qui valorise, et même presque qui vénère la déconstruction. Autrement dit, le fait de tout remettre en question. Plus de différence, plus de sexe, plus de genre, tout est pareil, confondu, plus de valeur, tout se vaut. Non.
nous on doit dire non en tant que musulmans, on doit dire non. Il y a des choses qui ont été, il y a des choses qui sont naturelles, il y a des choses qui sont innées, et on ne doit pas être toujours dans cet esprit de déconstruction en fait. À nouveau, si on se réfère à l'islam, selon notre grille de compréhension de croyants, on voit bien que la femme comme l'homme sont définis en propre, de façon différente, avec des caractéristiques qui sont personnels à eux, des atouts et des caractéristiques qui leur sont propres et qui font en sorte qu'ils sont précisément complémentaires l'un à l'autre et différents. La femme, que ça plaise ou non, hein, parce qu'on va venir me dire mais non c'est des clichés, non c'est la réalité, dispose de plus d'empathie, de douceur, de patience, de rahma, donc de miséricorde, de sensibilité, de compassion. Elle réagit plus volontiers, même parfois sans s'en rendre compte, avec ses émotions et ses sentiments qu'avec sa raison. Même si cela, encore une fois, parce qu'il faut toujours mettre des disclaimers, même si cela ne veut pas dire qu'elle est incapable de faire preuve de faire preuve de sa raison, bien sûr que non. Mais la femme, il est vrai que la femme, elle interprète souvent le monde sous le prisme des relations et de l'affectif, tandis que l'homme va plus volontiers, encore une fois de façon inconsciente et dans la généralité, on ne parle pas de la particularité, donc l'homme il va souvent plus interpréter le monde de façon plus calculatrice et logique, rationnelle. Dans un livre incroyable que j'ai lu récemment et que je vous recommande, appelé Les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus, vous devez vraiment le lire, subhanallah, surtout ceux qui sont en couple et ceux qui sont même célibataires. C'est vraiment une mine d'informations quant au comportement des hommes et des femmes, c'est un peu le but. Donc l'auteur concrètement il décrit les différences essentielles entre les hommes et les femmes, et donc du coup j'aimerais vous en citer quelques-unes. Donc j'aimerais citer un passage du livre, et encore une fois cela réfère à l'islam, même subtilement on voit directement la corrélation. Donc il dit: les différences les plus évidentes entre l'homme et la femme sont d'ordre physique, surtout en ce qui concerne le système de reproduction. Mais un examen plus poussé nous en révèle d'autres tout aussi significatives. Les hommes ayant une peau plus épaisse que celle des femmes, ces dernières sont plus vite sujettes aux rides. Les femmes ayant des cordes vocales plus courtes que les hommes, ceux-ci ont habituellement une voix plus grave. Les hommes possèdent environ 20% de globules rouges de plus que les femmes, d'où un surplus d'énergie. Leur respiration est également plus ample, alors que celle des femmes est plus rapide. Les os de la femme sont plus petits, mais aussi disposés autrement que chez l'homme. La démarche de la femme est déterminée par son squelette. La largeur de son bassin, conçu pour l'enfantement, l'oblige à impulser plus de mouvements à chaque pas, causant ce balancement si attrayant pour l'homme. Subhanallah. Donc c'est effectivement ce livre. Les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus, de John Gray. Et pourquoi j'ai dit subhanallah? Parce que ici, quand John Gray, donc l'auteur, parle de ce balancement attrayant, charmant pour l'homme en tant que musulman, on ne peut que penser d'emblée à ce qu'Allah nous recommande de masquer en termes d'aura, en termes d'atout, pour préserver notre pudeur. Comme d'habitude, l'islam est calqué sur la nature humaine et sur sa biologie. Alhamdulillah. Mais effectivement, comme il le dit, les différences entre sexes ne se limitent pas au physique, mais bien au mental, au biologique, au psychique même. En résumé, Gray dit encore: à l'instar de la force centrifuge, la femme a tendance à s'éloigner de son centre. Sa nature la pousse à sortir d'elle-même pour atteindre les autres. Lorsqu'elle aime, elle ne pense plus à elle et se laisse aisément déborder par les demandes de ses proches. L'homme, en revanche, tend à rentrer en lui-même. Une fois la relation établie, il reste axé sur ses besoins au détriment de ceux de sa compagne. Dans ses relations avec les autres, il se montre facilement égoïste et négligent, sans même en être conscient. J'ai voulu insérer en fait ces quelques passages du livre pour remettre sur le devant de la scène, au goût du jour, à nouveau dans un siècle qui nous pousse à abolir cela, pour remettre au goût du jour du coup les différences essentielles, biologiques et innées, en fait naturelles, qui opposent femmes et hommes. Et c'est en sachant ce qu'on n'est pas, donc pas un homme, qu'on peut au mieux définir qui l'on est, une femme, et ici l'essence de la féminité. Maintenant, on va venir du coup au constat qui nous intéresse. Pourquoi il n'y a plus ou presque plus de féminité, donc encore une fois selon moi. À nouveau dans un siècle, encore une fois, où l'on veut aplanir toutes les différences dans un souci un peu trop faussement modeste de bien-pensance, on en vient à renier des réalités biologiques et proprement naturelles, à commencer par la différence entre l'homme et la femme. C'est donc d'abord en faisant croire à des femmes qu'elles sont peut-être des hommes, qu'elles peuvent être exactement comme des hommes, qu'elles le sont par essence, que l'on commence subrepticement, c'est-à-dire implicitement, à s'attaquer à l'essence de la féminité. Tout simplement car le message que l'on fait passer, c'est que la féminité serait finalement moins bien que la masculinité, qu'il y aurait moins de mérite ou de noblesse à être une femme qu'à être un homme. Pire encore, que la féminité réduirait, amoindrirait les potentialités, comme si en fait être une femme était essentiellement réducteur, ouvrait moins de portes et compliquerait la vie. Alors oui, on va pas mentir, c'est la raison pour laquelle aussi on est féministe. Évidemment, sur le terrain, les réalités démontrent qu'effectivement une femme a plus de mal, par exemple, à être sécurisée dans l'espace public, à trouver du travail, car elle sera potentiellement enceinte, à être prise au sérieux dans ses projets quels qu'elles soient. Ça, ce sont des réalités, on ne le nie pas. Mais dans les faits,
donc pas dans les faits mais du coup dans la théorie, en termes de réalité biologique, psychologique et sur tous les plans en fait scientifiques on va dire, être une femme n'est en rien réducteur. Et Allah il nous a pas créé pour qu'on soit réduite. J'aurais même tendance à dire au contraire. Mais précisément, si on ne fait que répéter aux femmes qu'elles doivent être comme les hommes, car ceux-ci ont plus de droits, de potentialités, de force, si on ne cesse pas de parler à tort et à travers des inégalités hommes et femmes, qui sont réelles, hein, on n'est pas en train de les nier, alors forcément, ce qu'on implante dans la tête des femmes est que pour être heureuses, elles feraient mieux d'être des hommes. Et c'est là le grand problème du féminisme occidental, je trouve. Ainsi, on le répète, même si tout n'est pas de leur faute, les féministes occidentales, de façon générale, ont grandement contribué à cela, à cette guerre des sexes au terme de laquelle les femmes n'aspirent finalement qu'à une chose, devenir des hommes. Et dans l'esprit de jeunes enfants, qu'est-ce que cela donne? Eh bien, tout simplement, on passe au stade littéral et non plus figuré, devenir des hommes au sens littéral. Ce qui donne ces mouvements de transition de plus en plus inquiétants et nombreux, et oui, concernant malheureusement les femmes la plupart du temps. Pour moi, en fait, cette détestation grandissante de la féminité n'est paradoxalement qu'un des énièmes fruits pourris du féminisme occidental. À force de taper sur les femmes, à force de taper sur les hommes et de jalouser leurs réels, mais aussi prétendus, il y en a qui sont réels et aussi certains sont prétendus, avantages sur les femmes, les féministes, en fait, elles ont fini par créer une génération de femmes aigries qui se détestent elles-mêmes et qui veulent tout faire, quitte à en passer par le bistouri, pour devenir ces hommes tant fantasmés. À côté de cela, on assiste aussi, malheureusement, dans ce triste siècle, à une inversion de beaucoup de valeurs. Ça, je vous l'apprends pas, l'inversion des valeurs. On ne juge personne, on établit simplement un constat. Il faut bien que ma parole soit claire. Ces valeurs dont on parle, comme par exemple la galanterie, la pudeur, cette sorte de préciosité dont on parlait un petit peu en introduction, quant aux femmes, tend à disparaître de façon générale. Encore une fois, j'ai incrimé une personne, mais je trouve tout de même que le manque de pudeur généralisé dans la société amène à cet enterrement progressif de la féminité. Avant, et pas que dans l'islam, c'est vrai qu'avant, les femmes, on le voyait, même nos mères, etc., elles avaient un dress code particulier. Et les hommes aussi, pas que les femmes. Sans, encore une fois, je suis pas encore en train de dire un disclaimer que toutes les femmes devraient s'habiller d'une façon et tous les hommes d'une autre. Je dis simplement que, moi, c'est mon avis, je trouvais simplement beau le fait qu'on puisse différencier dès l'habillement les sexes, en fait. Une femme, elle est comme ça, on voit que c'est une femme parce qu'elle est habillée comme une femme, on voit que c'est un homme parce qu'elle est habillée comme un homme. Ça, j'aimais bien. Et je trouve que ça manque, c'est de moins en moins le cas, et c'est triste. À mon sens. L'islam, évidemment, enjoint à cela. Il existe une pudeur chez les deux sexes, parce qu'on a toujours tendance à dire la femme, non. L'homme aussi, après, tu dois aussi être pudique, donc t'es slim, etc., tu peux oublier. Tandis que la femme est enjointe à s'habiller de façon ample à tous les endroits de son corps, car ils sont tous jugés attirants, entre gros guillemets. Commencez pas encore une fois à me faire dire ce que j'ai pas dit. C'est pas parce qu'ils sont attirants que tu dois sauter dessus, hein, d'accord. Mais donc du coup, tandis que la femme, elle est enjointe à s'habiller de façon pudique sur tout son corps, et donc elle va naturellement, afin de remplir ces conditions, elle va aller naturellement vers des kimonos, des robes, des abayas, des jupes larges. L'homme, quant à lui, il observe aussi une pudeur dans l'islam vestimentaire, qui passe par quoi? Par le fait qu'il ne doit pas avoir de vêtements trop près du corps, il doit masquer son torse et le haut de ses cuisses. Il peut s'habiller de façon un peu plus moulante que la femme, car, que cela ne déplaise encore une fois aux féministes 2.0, oui, l'homme a une aura, donc il a une zone intime à cacher, une zone intime et attirante à cacher, mais moins marquée que chez la femme. C'est comme ça, c'est naturel. Oui, l'homme a un corps moins attirant de façon générale que la femme. Chez la femme, tout est sensualité. Et non, ce n'est pas une construction sociale que de dire cela, ou un cliché. Il est prouvé scientifiquement que la peau de la femme est plus douce. On ne va pas rentrer dans ces considérations de type biologique, mais de façon très générale, il est bien connu que la femme est plus douce, plus sensuelle, etc. que l'homme. Bien sûr, il y a des exceptions, encore une fois, je parle toujours en termes de généralité, mais le message divin, il s'adresse au plus grand nombre. Hein. Si Allah, il avait commencé à écrire, à parler à propos de tout le monde, ça aurait été compliqué. Même si, voilà, chacun a sa part, mais il parle dans la globalité. Dieu parle au plus grand nombre, et tout ça pour dire que personnellement, je regrette ce temps, moi c'est mon avis, je regrette ce temps à Fouane où on pouvait différencier dès l'habit la différence des sexes. C'est-à-dire, encore une fois, je suis pas en train de dire que les femmes ne devraient plus porter de jeans, pas de basket, pas de casquette, je le fais moi-même. Mais je veille toujours en fait à avoir cette touche de féminité rehaussée parce que je suis une femme en fait tout simplement. Et puisque de nos jours il n'y a plus aucune différenciation vestimentaire entre les sexes et en fait même plus de différence tout court entre les sexes, alors tout le monde s'habille comme il le veut et que ce soit des femmes qui s'habillent comme des hommes mais aussi l'inverse. Et d'ailleurs il me semble que ça fait partie des signes de la fin des temps, je crois. Et après, voilà, je suis en train de donner des leçons à personne. Encore une fois, c'est des vidéos dans lesquelles je donne mon avis. Et je trouve ça dommage, en fait, finalement, et très lambda. Parce qu'on souhaite se différencier et abolir des stéréotypes de sexe, mais au final, on se ressemble tous parce qu'on est tous uniformisés, on finit tous par s'habiller pareil, on finit tous par... Voilà, on est tous uniformisés.
Ce qui évidemment ne peut qu'enterrer encore plus la féminité. On en vient même finalement à se demander ce qu'est la féminité. Puisqu'un homme semble pouvoir en avoir, puisqu'une femme semble pouvoir en être dépourvue. Alors qu'est-ce que c'est? Et on va creuser sur ce sujet. À mon sens, cela n'est qu'illusion et participe à nouveau à ce grand processus satanique de pseudo-déconstruction de toute chose. Ce qui n'est qu'illusion, c'est le fait que tout le monde puisse être habillé de la même façon, que tout se confonde, qu'il n'y ait pas de sexe. Au final, tout le monde peut être tout le monde, il n'y a pas de valeur, tout est relatif, tout est plat, tout est pareil, tout est horizontal. Pour moi, ça c'est une illusion. Et puisque plus rien n'a de valeur, alors plus rien n'est biologique. Et il n'y a que du social. Et à partir du moment où il n'y a plus rien de biologique, on se permet toute chose malheureusement. On a tellement et on continue tellement d'abolir les repères dans cette société que finalement on se trouve dans un méli-mélo. Qu'est-ce que la féminité? Qu'est-ce que la masculinité? Plus rien d'autre finalement que des grandes idées inventées et socialement construites. Et l'erreur dans cela réside dans le fait que l'on oublie qu'avant tout le côté apparence, je suis féminine du coup je mets du maquillage, je suis masculin du coup je porte un jean, non. Avant tout le côté apparence, il y a une féminité et une masculinité d'essence. Le prochain point donc c'est la féminité dans son essence. Donc je me suis un petit peu inspirée de la vidéo de Linda qui parle de la féminité comportementale sur YouTube, Linda Acro Makeup, mais pas énormément, un petit peu. Juste pour le dire par honnêteté. Et la féminité en fait elle explique que la féminité elle se travaille au quotidien, qu'elle est là de base, la graine de la féminité est implantée en nous, elle fait partie de la fitra, donc la saine nature, et ensuite elle se développe tout au long de la vie. À force de la renier à cause de cette époque qui tend en fait à abolir les différences, entre hommes et femmes, on finit par croire que c'est social et non pas inné, tandis que ça l'est. Il existe une essence de la féminité et une essence de la masculinité. Une personne féminine dégage quelque chose au-delà de ce qu'elle porte et au-delà même de ce qu'elle dit. Dans nos façons de parler, dans notre pudeur, dans nos adab, c'est-à-dire dans nos comportements, dans nos politesses, nous devons refléter cette féminité qui est en nous depuis toujours, mais que l'on doit simplement développer. Cette féminité, l'islam en fait nous apprend à la développer, parce qu'une femme dans son essence de femme est discrète. Ici, vous me connaissez, surtout moi, vous me connaissez, je ne parle pas d'effacement ou d'invisibilisation. Au contraire, moi, je veux que les femmes, elles se réveillent, les femmes musulmanes, qu'elles se réveillent et qu'elles montrent qui elles sont, qu'elles montrent leur talent. Et c'est la raison pour laquelle je fais plein de contenu autour de ça. Mais là, ce que je veux dire, c'est que je parle simplement pas de discrétion, effacez-vous, je ne veux pas ça, mais je parle de discrétion dans le sens de classe, de noblesse, d'une certaine subtilité, d'une certaine préciosité propre à la femme, qu'Allah il a placé en elle, dans les femmes. Et de façon naturelle, encore une fois, la femme, de par les qualités essentielles qu'Allah il a placées en elle, elle est plus douce, elle est plus patiente, elle est plus compatissante, elle est plus proche de ses émotions, mais en même temps plus maîtresse de celles-ci, car elle a l'habitude d'être avec ses émotions, de gérer ses émotions, tandis que l'homme il est plus, comme on l'a dit, dans le rationnel. Qu'on le veuille ou non, les femmes sont des êtres beaucoup plus intuitifs que les hommes, elles ressentent et pressentent beaucoup de choses, il suffit simplement qu'elles se mettent à l'écoute de cela sans vouloir encore à nouveau imiter les hommes. Un homme par essence est plus dans le faire, dans l'agir, dans la démonstration, dans l'extériorité, tandis qu'une femme par essence est plus dans l'introspection, dans la réflexion, dans la sentimentalité ou dans l'intériorité. L'essence féminine réside donc dans la capacité d'embrasser ces facultés qu'Allah nous a données, en cessant de vouloir à tout prix imiter les hommes et les facultés propres aux hommes. Il faut arrêter de se mettre en compétition avec eux, que ce soit sur le terrain physique comme sur le terrain biologique ou mental. Nous sommes différents en fait, il faut qu'on comprenne ça, on est différents et on n'a pas les mêmes capacités. Si Allah enjoint plus facilement aux femmes d'être les canalisatrices de leur mari, de calmer leur mari, d'être celles qui les calment et les apaisent, l'adage, il y a un adage qui dit qu'une femme, en fait, il y a une phrase comme ça un peu connue qui dit, de la part d'une femme, je ne lâcherai pas ta main jusqu'à ce que tu te calmes, en fait. Même si c'est jusqu'à la nuit, je ne lâcherai pas ta main jusqu'à ce que tu te calmes. Bref, c'est un truc dans le sens. Et c'est quelque chose, c'est une parole de sage ou de savant, je sais plus. Bref, tout ça pour dire que c'est pas pour accabler les femmes, en fait, le fait de dire qu'elles sont plus patientes, plus ci, plus ça. C'est au contraire... c'est parce que leur constitution naturelle qui a été décidée par Allah, par Dieu, elle est encline à tout cela, tandis que celle des hommes l'est moins. Mais tout simplement, c'est juste une différence de capacité et de qualité. Mais il n'y a rien, il n'y a pas de moins ou de plus, il n'y a pas d'infériorité ou de supériorité. Simplement des choses différentes. Tout comme la constitution naturelle d'une femme est moins encline à travailler dehors, debout toute la journée, que celle d'un homme. Tout simplement. Il s'agit aucunement d'injustice ou de tout ce qu'on entend en ce moment. Et depuis longtemps dans le féminisme occidental, à propos d'une certaine égalité entre les sexes. Il ne peut pas y avoir d'égalité. Ça, il
faut que vous compreniez, il ne pourra jamais y en avoir parce qu'il peut y avoir une égalité qu'entre deux choses similaires. Or, une femme et un homme ne sont pas similaires. Sinon, il n'y aurait qu'un seul genre, qu'un seul sexe. Appelez-le comme vous voulez. Imaginons que vous ayez à nourrir deux animaux, un éléphant et une souris. Si vous faites preuve d'égalité à leur égard, forcément, l'un des deux sera lésé. Si vous donnez une petite quantité de nourriture, l'éléphant sera lésé, tandis que si vous en donnez une grosse, c'est la souris qui le sera. Pourquoi? Car tout simplement, ce que vous donnez n'est pas adapté au public qui le reçoit. C'est pas forcément lésé, mais pas adapté en tout cas. C'est exactement ce que le fait le féminisme actuel. Il fait croire aux femmes qu'elles peuvent avoir, atteindre et recevoir les mêmes choses que les hommes, sauf que c'est tout bonnement impossible, physiquement, mentalement, scientifiquement, biologiquement, car ils sont différents. Encore une fois, il faut le marteler. Donc le but de cette vidéo, c'est de démontrer qu'être une femme, c'est loin d'être une tare dans la vie. Bien que on l'ait fait croire à énormément de femmes depuis des siècles et des siècles. Et encore à l'heure actuelle, dans pas mal de pays du monde, quand on accouche d'une femme, d'une petite fille, ben voilà, on est dégoûté. Je pense que dans certains pays, même on l'enterre, enfin encore, hein, Jahiliya, alors que c'est une conception erronée de la féminité, subhanallah. Au lieu de vouloir égaler les hommes et prétendre à des choses que l'on n'atteindra jamais, pourquoi ne pas embrasser finalement sa féminité et la développer au maximum, tout simplement? Pourquoi le féminisme ne se base pas sur le développement du potentiel féminin au lieu d'aller toujours vers une imitation des acquis masculins qui de toute façon ne seront jamais atteignables? Pourquoi finalement n'embrasse-t-on pas notre féminité? Pourquoi la refoule-t-on au nom de certaines réalités propres aux hommes qui ne seront jamais les nôtres? Pourquoi n'embrasse-t-on pas notre féminité à bras le corps au lieu de vouloir toujours la calquer sur une masculinité que l'on n'atteindra jamais? Pourquoi? C'est la question vraiment, c'est une question que je me pose. Pourquoi est-ce qu'on a mis de côté notre intuition féminine? Celle-ci, l'intuition féminine, elle existe et elle doit être écoutée. Parce que c'est une spécificité de la femme dans son essence. C'est un fait, les femmes sont plus émotives, sensibles et sentimentales que les hommes. Allah, il nous a créés de cette façon. Et à partir de là, le concept d'intuition féminine, plus qu'un simple credo qu'on voit dans les magazines féminins, hein, c'est une réalité. Tandis que les hommes utiliseraient plus en majorité l'hémisphère gauche de leur cerveau, donc celui qui est relié à la raison et à la logique. Les femmes, elles, utiliseraient les deux hémisphères, donc la raison, mais aussi la sentimentalité. L'intuition féminine est cette espèce d'instinct, finalement, de sixième sens, qui fait que l'on est plus réceptif et ouvert à ce qui nous entoure, plus connecté au monde que les autres, que l'on sent plus ou moins généralement les choses arriver. Vous savez, l'intuition qui fait qu'on sent quand ça va arriver. Avant qu'elle ne tourne au vinaigre. On a comme un pressentiment, subhanallah. Par exemple, quelle femme n'a jamais senti de la part de son compagnon, après qu'Allah nous préserve, quand il la trompait, quand il lui mentait, ou quand des choses étaient dans son téléphone, quand il y avait quelque chose de caché. On a toutes ressenti ça. Pas forcément avec notre compagnon, mais on a toutes ressenti à un moment donné, voilà, que la personne en face de nous, elle mentait. C'est très subtil et difficile à décrire rationnellement, et c'est la raison pour laquelle on parle d'intuition, parce que ce n'est pas rationnel. C'est pas quelque chose que l'on peut verbaliser facilement, car tout cela se passe du côté des sentiments et du ressenti. Il fait partie de l'essence féminine d'être plus intuitif que l'homme, tout simplement. De base, une femme est plus proche de ses sentiments et de ses ressentis qu'un homme. Elle y est plus à l'écoute. Et si la société, elle encourage cela en dissuadant, par exemple, aux hommes de pleurer, d'être dans la sentimentalité, un homme doit être fort, doit pleurer, doit pas ceci, cela, il y a quand même tout de même aussi un facteur inné et biologique. De par ses hormones, en fait, tout simplement, la femme elle est plus proche de ce qu'elle ressent, et c'est donc naturellement qu'elle sera plus encline à écouter son intuition. De plus, la femme, elle laisse plus spontanément venir ses émotions. Une femme, elle va moins facilement retenir ses émotions qu'un homme. Après, oui, encore une fois, il y a toute cette société qui nous dit les hommes doivent pas pleurer, les femmes sont sensibles, oui, c'est vrai. Mais même naturellement, on est quand même plus encline à recevoir nos émotions que les hommes et à les exprimer. Tandis que l'homme, il aura plus vite tendance à refouler en bloc et à renier ses émotions. Malheureusement, parce que c'est pas bon de faire ça, mais voilà, c'est aussi, il y a quand même un facteur biologique. Maintenant, si l'on recentre le propos sur notre islamité, quand on porte notre voile et qu'on fait preuve de pudeur, on réaffirme notre féminité, que cela ne déplaise aux féministes qui excluent les femmes voilées de leur combat, ce qui est bien dommage et ridicule, parce que oui, porter le voile est un acte féministe, ça j'en parle dans ma première vidéo de Viens débattre, subhanallah, allez le voir, pourquoi le voile est un acte féministe, voilà c'est le titre de la vidéo. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce qu'en fait la question du hijab elle est proprement féminine, hein. Il n'y a que les femmes qui doivent les porter, puisque c'est un ordre qu'Allah a expressément et uniquement donné aux femmes. Pas la pudeur, attention, parce que la pudeur, on le répète, c'est pour les deux. Mais le hijab, car en islam la pudeur elle est ordonnée pour les deux sexes, tandis que le hijab c'est spécialement féminin.
Quand on se comporte de façon patiente, douce et modérée, dans la limite de nos capacités, bien sûr, hein, on n'est pas des anges, on réaffirme notre féminité aussi. Parce qu'Allah, il a demandé expressément aux femmes d'avoir cette patience, cette douceur et cette modération. Même si l'homme aussi, mais encore une fois, vous voyez bien ce que je veux dire. C'est toujours plus poussé chez la femme. Parce que c'est pas poussé en mode il faut que tu fasses plus d'efforts, c'est parce que c'est leur nature en fait qui est comme ça. Attention, là on parle encore une fois, on parle pas du bon comportement, on parle de la douceur. Parce que bien qu'Allah il ait préconisé le bon comportement et la douceur pour tout croyant, encore une fois celle-ci est plus facile pour les femmes car plus naturelle en fait et plus innée. Quand on s'occupe de façon plus poussée des enfants, on réaffirme aussi notre féminité, parce qu'Allah il a demandé plus expressément aux femmes, etc. etc., etc. Ici j'essaie juste de démontrer que ce qu'Allah nous a ordonné en tant que femmes, ce ne sont pas des choses impossibles à atteindre, et ce ne sont pas des choses qui sont là pour nous blâmer en tant que femmes. Moi c'est moi qui fais tout, c'est moi qui m'occupe des enfants, c'est moi qui si. Non, c'est parce qu'en fait, elles correspondent, ces choses-là qu'Allah nous a ordonnées, elles correspondent à nos natures, à nos essences, à nos constitutions naturelles. C'est comme si on demandait à un poisson de nager dans l'océan. C'est pas difficile pour lui parce qu'il a été fait pour cela, subhanallah. Disclaimer, je suis pas en train de dire que les femmes elles ont été faites uniquement pour la reproduction, d'accord? S'il vous plaît, ouvrez vos esprits parce qu'il faut pas rendre les propos stéréotypés. La féminité dans son essence, en somme, constitue tout ce lot de caractéristiques, de traits de caractère, de qualités, de potentialités qui sont proprement féminines. Si vous voulez en connaître quelques-unes, référez-vous simplement à ce que l'islam demande à la femme, car ce n'est rien d'autre que ce qu'elle peut faire. Allah, il donne jamais une chose plus haute que ce que l'on peut faire et que ce qu'elle est, pardon. Allah, il demande expressément à la femme de faire preuve de douceur et de calmer son mari quand on en a besoin, car constitutionnellement, elle est comme cela. Elle est plus encline à être calme, elle est plus encline à être tempérée qu'un homme, que son mari par exemple. Même si encore une fois, ça ne légitime pas le fait de s'énerver pour un homme, mais vous avez compris. Et ainsi de suite pour la patience, les enfants, etc. Si Allah il n'aurait pas rendu la femme patiente, douce et tolérante, dans son essence, dans son innéité, il n'aurait pas fait d'elle celle qui porte les enfants. C'est logique. Celle qui est le plus proche d'eux, c'est logique. Celle qui souffre en silence, celle qui endure et qui patiente sur beaucoup de choses. En fait, on nous demande des choses qu'on a déjà en nous, subhanallah. Nous ne sommes et nous n'avons rien d'autre que ce que l'on est déjà. Alors, l'avant-dernier point, j'espère que c'est un point optimiste et d'espoir. On va essayer de s'interroger, enfin je vais vous livrer mon avis sur comment on pourrait avoir une nouvelle approche de la féminité au cœur de cette modernité qui nous pousse à l'abolir en fait. Afin d'aller un peu à rebours de toute cette pseudo-féminité que nous vend la société actuelle et qui finalement n'en est plus une, qui est plutôt un méli-mélo d'un peu toute chose, nous pourrions aller vers la voie de l'affirmation de cette essence et de son assomption à tous les niveaux, c'est-à-dire du fait d'assumer. Assumer que l'on est une femme dans tous les points de notre vie. Et non, cela ne passe pas par de vains combats ou concurrence contre les hommes, qui, encore une fois, quoi qu'il arrive, n'aboutiront jamais. Cela mènerait plutôt à un recentrement sur sa féminité, sur ses capacités proprement féminines. Aller jusqu'au bout de la féminité, qu'est-ce que ça veut dire? Aller jusqu'au bout de sa féminité ne signifie pas se peinturlurer les ongles en rose, mettre des perruques et des talons de 15 cm. Malgré les clichés. Non, aller au bout de sa féminité signifie cesser de vouloir concurrencer les hommes sur leur propre terrain et chercher à développer notre propre féminité à nous les femmes, notre propre essence de femme. Aller au bout de sa féminité signifie se donner des défis à nous-mêmes à notre propre hauteur, à notre hauteur de femme, adaptée à nos caractéristiques et capacités de femme, sans vouloir toujours aller sur des terrains, masculins en l'occurrence, qui ne sont pas les nôtres. Aller au bout de sa féminité signifie l'assumer aussi bien physiquement que mentalement. Être consciente des atouts et des attributs de la féminité propres qui sont les nôtres et à ce titre s'habiller, se comporter, agir en conséquence. Aller au bout de sa féminité signifie se concentrer sur des tâches, des missions et des compétences qui sont les nôtres. Aller au bout de sa féminité signifie aussi assumer les faiblesses et les défauts qui sont propres à nos essences de femmes. Tâcher de les gérer sans pour autant complexer dessus, les rejeter ou les renier, en faire un signe de rabaissement et d'avilissement. Avoir conscience par exemple de notre sensibilité parfois accrue sans pour autant se flageller avec celle-ci en voulant absolument jouer à l'homme insensible et intouchable. Non. Avoir conscience de sa féminité, c'est avoir conscience aussi que l'on n'est plus en proie à nos hormones lors de certains moments de nos vies et ne pas vouloir refuser à tout prix en fait ces changements d'hormones en jouant la dure encore une fois, mais les accepter parce qu'ils font partie inhérente de notre nature de femme. Accepter sa féminité signifie aussi accepter que nos corps aient été conçus de sorte à enfanter. Bien sûr pas que, mais que cela est une donnée biologique importante dans notre anatomie et donc évidemment dans notre mental avec ce que l'on appelle l'instinct maternel. Alors il y a des personnes qui n'y croient pas. Moi je pense qu'il y a quand même une graine d'instinct maternel qui a été implantée en nous, comme une sorte de fitra, mais qu'elle se développe ou non au cours de la vie.
Accepter sa féminité, c'est aussi accepter comme un cadeau, une grâce divine, nos menstruations qui font proprement qu'on est des femmes, ne pas en avoir honte, ni les rejeter, ne pas les considérer comme handicapantes, impures, parce que ce n'est pas le cas, l'interprétation de... C'est quelque chose d'impur, bien sûr, c'est une najasa, mais il faut pas penser que c'est quelque chose, que l'on est impur nous-mêmes, ce sang est impur, ce sont des najasas qui sont impurs, mais ça fait pas de nous quelqu'un d'impur, plutôt c'est ça que je voulais dire. Donc ne pas en avoir honte, ne pas penser que l'on est impur à cause de cela, ou gênante, mais simplement comprendre que c'est naturel, que c'est là pour une bonne raison. Cela ne veut pas dire qu'il faille le crier sur tous les toits, j'ai mes menstrues, mais arrêter d'avoir honte d'une chose aussi naturelle et qui nous ancre elle aussi dans notre féminité. Accepter sa féminité, c'est aussi accepter l'impact du temps sur nos corps, avec tout ce qu'il comporte d'imperfection, mais qu'on qualifierait plus aisément ici de traces de la vie, cicatrices de la vie. Oui, une femme a souvent la poitrine qui tombe après les allaitements. Oui, elle a des vergetures, des cicatrices, des kilos en trop. Ici, le but n'est pas de pousser au laisser-aller ou à la négligence, hein, bien sûr que non, mais bien de s'accepter dans nos natures de femmes. Ici, dans nos natures corporelles, mais c'est un tout en fait. C'est mentalement en fait et physiquement, c'est les deux. Mentalement, nous possédons aussi des caractéristiques de femmes. Et finalement, on ne doit pas tout faire pour s'en départir. C'est ça que je voudrais faire comprendre. Parce que accepter sa féminité, c'est aussi enfin prendre le temps d'écouter son intuition féminine, car oui, cela existe, et c'est propre à notre essence de femme. C'est une bénédiction, c'est une rahma, une ni'ama qu'Allah il a mis dans notre vie. Il nous a doté, mashallah, de cette sorte de sixième sens, de cette sorte d'alerteur vital qui au quotidien nous sert, si l'on sait encore une fois, s'en servir et l'écouter, être à l'écoute de celui-ci. On ne doit pas par exemple s'empêcher de pleurer car on trouve cela honteux et pas assez fort dans le but de se créer une pseudo-virilité qui ne sera que factice. On doit pleurer car cela fait partie de la nature de la femme d'être plus sensible. Il faut l'accepter en fait, il ne faut pas être toujours dans un combat contre notre nature et contre ce que l'on est finalement. On ne doit pas se forcer à ne rien ressentir non plus. Retrouver finalement sa fitra féminine, son essence de femme, c'est finalement la laisser parler en nous sans avoir à la contraindre ou à la tordre pardon, pour la faire entrer dans tel ou tel moule qui finalement ne l'acceptera jamais comme elle est. Les grandes caractéristiques énoncées, c'est évidemment que je viens d'énoncer, pardon, ce sont évidemment des qualités générales que l'on retrouve chez la plupart des femmes à un degré plus ou moins grand. Bien évidemment, il y a toujours des exceptions, mais je parle en termes de généralité. Mais bien évidemment, on est toutes différentes, ça je le sais très bien. Surtout ne pas oublier, accepter sa féminité, c'est aussi ne pas vouloir ressembler à une autre femme, ne pas complexer sur le corps d'une autre femme, s'accepter comme Allah il nous a créés et surtout cesser de se comparer. Déjà aux hommes en premier lieu parce qu'on est des femmes et cesser de se comparer entre nous. Oui, il y a une grande essence de la féminité, un thème général qui est la féminité, mais ensuite, voilà, nous sommes tous des branches, tous des graines de la féminité. En tant que femmes, les hommes, il y a un grand thème de masculinité et ce sont tous des émanations de la masculinité, mais on est tous différents. Mais pour autant, notre fitra, c'est la même. Et pour conclure, pour reprendre un peu ce que l'on a dit, si finalement on assiste de nos jours à ce qu'on a appelé la fin de la féminité, c'est évidemment en grande partie, on l'a dit, à cause de notre ère actuelle, sans le répéter, mais c'est une ère dans laquelle on tente en fait coûte que coûte, à grands coups d'idéologie et de déconstructivisme, d'enterrer précisément ce qui fait que l'on est une femme ou ce qui fait que l'on est un homme dans nos essences. En voulant supprimer les repères traditionnels et surtout biologiques de l'espèce humaine, l'idéologie actuelle tente par là même d'abolir finalement toute différenciation entre les êtres humains, ce qui est évidemment illusoire et problématique. Si nous avons été créés différents, c'est pour une raison. Et ce n'est pas la peine de vouloir se comparer ou de vouloir faire mieux l'un que l'autre, parce que l'on est différents, subhanallah. Et ce n'est pas la concurrence vaine que l'on place entre les hommes et les femmes depuis des années qui fera que l'un et l'autre se sentira mieux dans sa peau respective. C'est pas en fantasmant toujours sur le fait d'être un homme ou sur le fait d'être une femme qu'on se sentira mieux dans nos peaux respectives. Non, c'est en acceptant, en embrassant entièrement sa féminité, en embrassant entièrement sa masculinité. Du moins, c'est mon point de vue. Ce n'est pas en faisant croire aux femmes finalement qu'elles ont les mêmes potentialités et capacités que les hommes qu'on les aidera enfin à traverser cette crise du sens, à dépasser cette crise du sens que l'on constate depuis des décennies. Parce qu'il y a une vraie crise du sens spirituel et aussi une crise du sens
social, biologique, bref, appelez-le comme vous voulez, mais il y a une crise du sens. Et inversement, en fait, ça vaut aussi pour les hommes. La fin de la féminité, c'est un constat avéré, mais qui peut encore changer si seulement on prend conscience que l'on n'a pas, en fait, on n'a pas à étouffer notre nature féminine, on n'a pas à étouffer notre essence féminine pour entrer dans des moules et dans des carcans qui ne sont pas les nôtres. On n'a pas à faire ça. On n'a pas à enterrer et étouffer notre saine nature, notre originelle nature de femme pour tenter vainement finalement de se caler dans un moule, comme j'ai dit, qui n'est pas le nôtre. Ça, on n'a pas à le faire. Et Allah, il ne demande pas ça. Et même qu'on soit musulman ou pas, en fait, on ne demande pas ça. Il n'y a pas un sexe qui est plus haut que l'autre, plus fort que l'autre, plus légitime que l'autre. Non, ça n'existe pas. Il y a deux sexes différents, complémentaires et équitables. Dans un siècle, finalement, où tout nous pousse à faire l'inverse, eh bien tâchons de faire revivre par notre islam, par nos voiles, par notre pudeur, par nos modes très modestes et très classes, une sorte d'élégance à l'ancienne qui, si elle ne découvrait pas tout, la laissait se dévoiler, subhanallah, laissait deviner. C'est exactement ça qu'on doit faire. C'est essayer de faire revivre une féminité à l'ancienne, c'est-à-dire une féminité qui... on n'a pas besoin de tout montrer pour montrer qu'on est une femme, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça que je veux dire. Laissons deviner les choses, c'est beaucoup plus élégant, c'est beaucoup plus propre. Et là, je parle que de l'apparence physique. On a déjà parlé du reste, mais là, si on parle vraiment en termes d'apparence physique, pour montrer qu'on est une femme, on n'est pas obligé de montrer tout, en fait. Laisser deviner, c'est beaucoup plus élégant de la de une, et c'est beaucoup plus subtil. Et la subtilité, elle réside dans l'essence de la féminité. La femme, elle est subtile par essence, subhanallah. Soyons au contraire fiers de cette féminité qui est la nôtre, en fait, dans ses plus simples manifestations, dans ses plus subtiles manifestations, comme dans ses manifestations les plus manifestes, en fait, subhanallah. Tout comme dans son essence la plus profonde. Essayons vraiment d'être fiers de cette féminité, de la faire revivre dans son essence la plus profonde. Revendiquons-la et cessons de vouloir la mettre au diapason de critères qui ne sont pas les nôtres. En fait, remettons-la, cette féminité, au goût du jour, encensons-la, illuminons-la comme elle doit être illuminée, comme elle doit être encensée, comme elle doit être mise sur le devant de la scène et comme elle doit être respectée. Car être une femme, malgré tout ce qu'on nous fait croire depuis toujours, ce n'est pas une punition, ce n'est pas un fardeau, ou même une corvée, ce n'est pas un poids. Être une femme, en fait, malgré tout ce qu'on nous fait croire, c'est un cadeau. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ?